Salut tout le monde et puis bienvenue dans cette nouvelle table ronde, volume 3 sur comment trouver du travail après THP. Donc comme vous avez pu le voir juste avant, nous sommes en compagnie de Boris et de Paul-Yves, donc je vous invite tous les deux à vous présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Boris. J'ai fait THP il y a 2 ans, donc le parcours développeur, donc en 6 mois. Donc actuellement je suis junior chez Captain depuis bientôt 4 mois. Et je suis un grand fan de Ruby on Rails, c'est avec ça que j'ai commencé, vraiment j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Dans la vie, j'ai fait pas mal de métiers, plombier, animateur pour enfants, camping, policier. Et aujourd'hui, donc j'ai trouvé ma voie dans le développement web. Et chez Captain Contrat, donc j'assiste aussi au recrutement. Ouais. Bonjour, pour ma part c'est Paul-Yves, je suis Alors, chez Captain Contrat je vais peut-être régler ton micro, enfin ou peut-être toi, je sais pas, on t'entend pas très fort. dans l'équipe dev, ouais je vais essayer, Ouais, merci. c'est mieux là. Ouais, c'est parfait. Ouais. Donc je disais, je suis chez Captain Contrat dans l'équipe dev depuis un peu plus de 4 ans. Avant ça, moi j'ai pas fait THP, j'ai eu un parcours d'ingénieur généraliste avec une spécialisation dans le développement informatique. Et puis ce qui va nous intéresser là, enfin pourquoi Boris m'a invité, c'est parce que je suis à la fois un de ses collègues les plus anciens et aussi euh, l'un des principaux participants au recrutement dans l'équipe. Donc j'ai des choses à dire sur le recrutement. Ouais, c'est super. Donc du coup, vous allez pouvoir voir un petit peu un format légèrement différent déjà parce qu'il y a du visuel. Et puis aussi niveau... d'habitude, on n'avait que des alumni qui venaient se présenter. Là, exceptionnellement, Paul-Yves n'est pas un alumni. Et on aura du coup un point de vue différent, c'est-à-dire celui de personnes qui recrutent ou qui assistent au recrutement. Donc ça peut être aussi intéressant voilà, pour en apprendre plus sur des petits tips. Donc ouais, on peut passer à la petite suite du slide. Ouais, très rapidement, une petite présentation dans les grandes lignes de Captain Contrat. On aide les entrepreneurs à gérer leur juridique. Il y a une espèce de triple business model où on a à la fois un catalogue d'offres, mais aussi on a des avocats chez nous qui peuvent interagir avec les clients et on a une plateforme SaaS où les gens peuvent s'abonner pour avoir pas mal de services. Et on est un éditeur de contenu juridique, donc l'application en elle-même, il y a un gros niveau d'abstraction vu qu'en fait c'est pas l'équipe de développement mais c'est d'autres équipes avec des spécialisations juridiques qui vont se charger de décider du contenu. Super. Alors on va peut-être L'équipe juste perdre 10 petites secondes. Si tu peux aller dans les paramètres, peut-être que le réducteur de bruit fonctionnera. Donc en gros, tu vas dans les paramètres, voix et vidéo. Et quand tu descends, il y a un truc qu'on peut cocher. C'est réduire les bruits de fond ou un truc dans le style. Ce sont quelques petites secondes qui peuvent peut-être améliorer la qualité du son qui nous parvient aux oreilles. Ok, ça a l'air mieux là. Ah Et ouais, c'est parfait. ah, c'est génial. C'est super. Et si tu peux augmenter un poil ton micro, et là on est super. Allez, là c'est bien, Ah, un petit peu moins fort finalement. c'est bon là. Ah, c'est super. Parfait. Ok, Ok. merci. Ouais, super option en tout cas. Ouais. Ouais, donc il y a quelques particularités qui vont influer le discours qu'on va avoir là dans notre présentation. L'équipe dev, elle est en autogestion. Donc j'ai dit, je fais partie des gens qui font du recrutement, Boris aussi en fait. Et, euh, et on est, normalement, en temps normal, on est plutôt dev. Donc il y a pas de personne dédiée à ce rôle-là, au rôle du recrutement, que ce soit dans l'équipe ou même niveau chasseur de tête auquel on pourrait faire appel. Et ce qui chez nous influence beaucoup sur le recrutement, c'est qu'on on essaie d'avoir un ratio de 2 personnes expérimentées pour un junior. Et je vais en parler plus tard. C'est quelque chose que moi je vous invite à regarder un petit peu quel est ce ratio-là dans les entreprises avec qui vous avez des interviews. Ouais, carrément bien. On va commencer, je vais continuer à prendre la parole en fait, avec un petit peu ce que les équipes dev et les recruteurs recherchent dans des nouveaux candidats euh, pour constituer les équipes. Et quand j'aurai fini, Boris vous parlera de son point de vue. Je pense que tu peux Super, passer à ouais. la slide suivante. Ok, donc ce que cherchent les équipes dev en une phrase complètement illusoire et très décourageante, c'est le bouton à 5 pattes. Si tu passes à la slide suivante, tu as une petite touche d'humour, mais en gros,
si vous avez déjà parcouru des offres, souvent vous avez énormément de critères euh, et en fait vous vous rendez compte que vous en cochez pas la moitié. C'est normal, je pense qu'il y a un gros manque de recul en général chez les personnes qui recrutent pour les équipes, ou alors on a tous envie d'avoir des ingénieurs qualité Google, ou en tout cas ce qu'on s'imagine être qualité Google, Franchement, avec forcément un budget au lance-pierre. ouais, ça fait plaisir d'entendre ça de la part de personnes qui recrutent parce que justement, enfin peut-être que, enfin là, il y a beaucoup d'élèves dans le chat, mais enfin qui nous écoutent. Mais pour les alumni, en tout cas, qui ont déjà fait de la recherche de travail, c'est quand même assez rassurant parce que tout le temps, littéralement tout le temps, j'ai l'impression de voir des choses qui sont impossibles à avoir comme profil, à moins qu'on ait Ouais. justement 5 ans ou 10 ans d'expérience. Et oui, c'est clairement. Ouais. Bah, pour la petite blague, moi j'ai déjà vu des offres à l'époque, React était sorti depuis 4 ans pour des gens avec minimum 6 ans d'expérience en Moi aussi, React. ça m'est arrivé, oui. C'est ça. Donc, à moins d'avoir bossé chez Facebook au moment où il le créait, quoi, c'est foutu. Ouais, c'est clair. Euh, donc ouais, tout ça pour dire que ce que je vais essayer de vous présenter, c'est des choses qui me paraissent importantes, qui paraissent importantes en consensus dans l'équipe de recrutement de chez Captain, mais c'est pas une vérité absolue et vous aurez beaucoup de mal à cocher toutes les cases. Donc en fait, faut vraiment faire valoir ses points forts et se dire ok, ça je trouve que c'est important parce que moi aussi je le valorise et se mettre dedans. Et n'hésitez pas, quand vous voyez des offres, à postuler quand même, même si vous remplissez pas tous les critères. Si c'est vraiment limitant, on vous le dira. Et puis si les gens en fait se rendent compte qu'ils n'ont jamais de candidature, bah, ils seront contents de vous voir venir. Tu peux passer à la slide suivante normalement. Voilà. Donc en général, en tout cas, au moins sur les profils en post-formation, on a envie d'avoir des gens qui ont envie d'apprendre. Ça paraît évident parce que il y a encore plein de choses à découvrir. Il y a toujours besoin d'apprendre, ne serait-ce que les technologies et la base de code utilisée par l'entreprise qui vous recrute. Mais aussi une bonne capacité d'apprentissage, parce que c'est pas tout d'avoir envie, il faut en être capable. Donc il faut que vous puissiez prouver que vous êtes capable d'apprendre des nouvelles choses, vous êtes capable de vous adapter. Souvent, ça passe par le fait de ne pas connaître qu'un seul langage, d'avoir dit j'ai essayé quelques autres langages ou quelques autres librairies. Mais on peut avoir plein d'autres stratégies pour l'avoir. Ce qui est aussi utile, c'est un bon sens de la logique, ne serait-ce que parce que en fait, ça c'est plutôt une recherche, je dirais, collatérale, parce que la plupart des entretiens d'embauche vont contenir une partie de test, et cette partie de test contiendra forcément une partie logique avec un peu d'algorithmie. Et tout le monde se dit qu'on a besoin d'avoir dans son équipe des gens qui ont un super sens de la logique. Ça, c'est vraiment si vous êtes sur des postes full stack. Il y a aussi des offres où les gens cherchent vraiment des personnes qui vont implémenter des schémas. J'ai déjà vu des entretiens d'embauche où tu joues à un jeu des 7 différences entre la maquette et la version implémentée du site web. Mais on va partir sur... Enfin, en tout cas, chez Captain, on n'est pas dans ce cas-là. Donc, souvent, on va vous demander de savoir aller au-delà de juste afficher l'interface qu'on voulait voir avec la tête qu'elle a. Et puis, ce qui est souvent demandé, c'est une bonne motivation, un intérêt pour le projet. Les gens aiment bien, en général, avoir ce sentiment que la personne n'est pas là juste pour l'argent et pour avoir un emploi, mais elle trouve que la mission est cool. Et pourquoi, au-delà de ça, pourquoi c'est souvent là? Parce que ça va donner un sentiment que la personne va être plus fiable, va rester là plus longtemps. Parce que si la personne est juste là pour apprendre, elle apprend pendant 2 ans et après elle s'en va. On est un peu triste en général, parce que investir dans la formation d'une personne qui arrive, en général, ça prend du temps. Si on se dit que la personne reste que 1 an ou 2, on aura dépensé, allez, on va dire, à la louche 6 mois avant que la personne soit vraiment opérationnelle de façon optimale. Et après, en lui payant le salaire de son niveau, on va dire, en pleine capacité. Et après, elle s'en va, on est dégoûté. Donc, souvent, ça peut être un facteur de motivation. Il y a pas mal de candidats moi, que j'ai en interview, surtout des juniors, je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent, et ils veulent un cadre avec des gens qui sont là pour lui apprendre des choses. Et c'est à peu près tout ce qu'on me répond. Ça peut faire la différence, et en général, c'est ce que les entreprises ou les recruteurs en tout cas attendent, c'est que la personne soit vraiment motivée par ce qu'elle va faire. Parce que l'argent, c'est un facteur de motivation qui marche, mais
c'est un petit peu le bas de la pyramide de Maslow, donc à partir du moment où tout le monde paie un salaire correct, au bout d'un moment, on se dit que la personne va rester si elle est vraiment motivée pour rester. Ouais, clairement. Maintenant, on va passer du côté des qualités manquantes, ou en tout cas qu'il reste à développer en sortie de bootcamp. Ce que j'entends par là, qui est affiché sur la slide suivante, c'est des caractéristiques qu'on recherche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas forcément tout à 100%, mais c'est des choses qu'on aime bien voir. Et j'ai remarqué que souvent, en sortie de bootcamp, si les candidats, on va dire, se sont contentés de juste de faire les exercices obligatoires du bootcamp, bah, c'est pas forcément présent parce que bah, votre formation elle dure pas si longtemps que ça et c'est pas forcément le cœur du sujet de la formation. Donc, en premier, qui rejoint l'aspect logique, il y a un besoin de monter un peu son niveau en algorithmie, de bien maîtriser, d'être ultra à l'aise dans la manipulation des structures de données. C'est celui-là et je pense qu'il est en fait, je sais pas, ça dépend des entreprises, ça dépend de quelle est l'activité. J'ai déjà eu pas mal de gens avec qui j'ai discuté et qui ont dit ouais, mais en fait, on s'en sert jamais. Les trois quarts du boulot, ça sert pas à faire ça. Bon, en tout cas, chez Captain Contrat, comme je l'ai dit, il y a une grosse abstraction, donc on manipule des données qui sont rentrées en base par d'autres gens et on va faire plein de choses dessus, des filtres, plein de méthodes pour vérifier à quoi ça ressemble parce qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble et on va avoir besoin d'être ultra à l'aise dans la manipulation de hash, de listes, etc. D'être un peu efficace pour pas que ça prenne trop de temps. Donc il y a vraiment des domaines où c'est important. C'est peut-être pas important pour tout le monde, mais éventuellement c'est une bonne corde à avoir à son arc. La seconde chose très importante, c'est de faire du code propre. Il y a pas mal de bonnes pratiques dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Yagni, Kiss. Si vous n'en avez pas entendu parler, allez faire un tour. Pourquoi c'est important? Jusqu'ici, en formation, vous travaillez sur des projets courts et après vous ne remettez pas les doigts. Il faut se dire que si vous rejoignez une entreprise qui a du code, qui est sur un projet, donc pas une ESN où vous faites des projets tous les 6 mois et vous changez, mais si vous maintenez un produit qui a 2, 3 ans, 4 ans, Captain Contrat, ça date de 2014, donc on est sur du 8 ans d'existence de code. Le code le plus vieux, il doit avoir 8 ans. On a intérêt à ce que les choses soient claires et quand on revient 2 ans plus tard, on comprend encore ce qui s'y passe. Donc ça devient d'autant plus important qu'il y a de l'ancienneté et des années d'existence dans le code. Un troisième point qui est pas mal, c'est avoir une bonne maîtrise et une compréhension de ces outils. Et outils, je l'entends vraiment au sens très large, parce que c'est ce qui va vous faire gagner en efficacité, que ce soit votre éditeur de texte, pouvoir voir les variables qui sont plus utilisées, notamment dans le code propre, faire des recherches et des remplacements très rapides, mais même aussi Ruby on Rails est un outil. Donc avoir une bonne maîtrise et savoir, et une bonne compréhension, c'est savoir quels sont les éléments constituants de Ruby on Rails, comment est organisée une application de façon classique, quelles sont les différentes façons, quels sont les gemmes auxquels j'ai accès ou auxquels j'ai pas accès mais qui sont connus entre guillemets. Par exemple, si vous faites une application avec une partie d'administration derrière, il y a plusieurs gemmes comme ActiveAdmin ou ForestAdmin qui sont, on va dire, des références dans le domaine. C'est avoir ce genre de connaissances, ça va vous aider à appréhender très vite des problèmes et être très efficace sur leur résolution dès que c'est des choses un peu classiques et connues. Enfin, un petit peu de connaissances plus approfondies sur l'informatique, ça fait pas de mal. En particulier, ce que j'ai noté, c'est souvent tout ce qui va être modélisation de bases de données. On a trop souvent tendance, quand on rentre par la porte de Ruby on Rails, à voir juste les modèles. Et puis, on se débrouille, on fait des migrations, tout va bien, on cumule des modèles, on fait à peu près les bonnes relations et ça se passe bien. C'est intéressant toujours d'avoir un petit peu de théorie sur comment modéliser une base de données, comment organiser son schéma en fonction du besoin du client. Il y a pas mal de méthodes, j'ai oublié les noms exacts, je ne sais même pas s'il y en a, mais où en gros, si tu écris noir sur blanc le besoin client et que tu décomposes la phrase, il y a moyen de faire sortir un schéma base de données ou même model Rails de façon assez efficace. C'est toujours bien de savoir faire ça, tout simplement.
Et enfin, je me répète un petit peu parce que c'est un peu la dernière chose de la slide précédente, avoir du recul sur ses envies, où vous voulez tous, enfin, tout le monde veut progresser, mais mis à part ça, je trouve que c'est important d'avoir enfin, de savoir un peu ce qu'on veut en plus, parce que, comme je l'ai dit, tout le monde cherche le mouton à 5 pattes, mais en vrai, la réalité du marché, c'est que c'est la galère pour trouver des développeurs. Normalement, ça va être difficile, mais il y a des débouchés possibles, il n'y a aucun souci. Et au contraire, j'ai l'impression qu'être un peu plus exigeant, ça peut vous mettre en position, la personne en face, elle va se dire, ok, cette personne, ce candidat a du recul, il sait ce qu'il veut, il n'est pas là par hasard, donc si ça match bien, je sais que j'ai des arguments dans mon entreprise pour que cette personne reste, donc ça va faire la différence avec d'autres candidats. Et donc, dans ce que j'entends par recul sur ses envies, même si ça reste, j'ai juste envie de progresser à fond, essayez de vous poser la question, comment est-ce que j'ai envie de progresser? Quel type d'encadrement j'ai envie d'avoir? Il y a des entreprises qui, pour elles, encadrent très bien leurs juniors, de type, on leur donne que des proof of concept, leur code, soit il passe pas en prod, soit on fait énormément de pair programming, mais c'est du pair programming qui ressemble à de la dictée. Il y en a d'autres qui vont dire bah, on a tous les moyens que la personne se casse la gueule et elle apprendra de ses erreurs et, et elle va se débrouiller parce qu'il n'y a pas de meilleure enseigne que résoudre des problèmes tout seul et s'en sortir. Faut voir un petit peu qu'est-ce que vous recherchez exactement et traduisez-le vraiment en question sur comment ça se passe dans l'entreprise avec laquelle vous êtes en entretien. Parce que si vous dites bah, j'ai envie d'être encadré et après on vous pose bah, est-ce que vous avez des questions en plus et que vous répondez non, ça fait une moins bonne impression en général, je pense, que quelqu'un qui va être très curieux, qui va vraiment aller poser, ok, qu'est-ce que vous entendez exactement par vous encadrer vos juniors, quel est votre ratio de junior-senior, comment ça se passe la code review, est-ce que vous faites du pair programming, comment, dans quel cadre, dans quel ratio par rapport aux autres activités de code. Ça va vous apprendre plein de choses sur l'entreprise, peut-être que vous allez rendre compte que vous n'avez pas envie de la rejoindre, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez envie de faire plein de choses que d'habitude vous feriez pas pour la rejoindre, comme étudier des choses, des langages de programmation en plus que vous ne connaissiez pas, des lectures qu'on vous a conseillées, enfin bref. Ça va donner de la motivation dans les deux sens. Voilà. Bon, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses. Faut pas non plus s'inquiéter et se dire ah zut, je coche pas une de ces cases. Chaque outil est un argument en plus. Prenez-les dans l'ordre que vous voulez. Développez-les si vous motivent, les développez pas si vous motivent pas. Mais voilà, en tout cas, c'est des choses que nous, on a remarqué qui manquaient un petit peu en sortie de bootcamp. Oui, et puis c'est vrai que c'est des choses dont on se rend compte un petit peu à la dure quand on postule sans vraiment avoir de conseils de quiconque. Donc c'est vrai. C'est bien que ce soit posé là sur la table ronde. Mais justement, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Non, mais oui, clairement, après voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes ces cases cochées, comme il dit justement dès le départ. Le truc, c'est de savoir que ça existe, que c'est là, enfin que c'est présent, et puis de les piocher, de les ajouter petit à petit à son profil tant qu'on n'arrive pas à finalement trouver du travail, quoi. Donc voilà ce que j'aurais à dire là-dessus, quoi. Est-ce que tu prends des petites questions ou c'est pour plus tard, Jocelyn? Oui, on peut commencer les questions maintenant. Ouais. Juste une question pour voir, Paul-Yves, si tu aurais des conseils pratiques justement pour essayer de travailler ces points-là, ces petites faiblesses que peuvent avoir les étudiants fraîchement sortis de formation courte. Ce serait quoi tes petits tips ou tes outils pour essayer de progresser sur ces points-là avant de se lancer en entretien? Alors, je crois que Boris en parlera un petit peu, mais sur l'algorithmie, moi, je conseille de ne pas faire forcément des projets. Enfin, souvent, les micro-projets, c'est des demandes simples. Donc, soit se confronter à une demande complexe, soit ce qui marche très bien et prend moins de temps, c'est vraiment de faire des jeux d'algorithmie. Si vous allez sur Coding Games, Coding Wars ou je sais plus quoi, il y en a pas mal des petits sites où il y a des jeux et où vous travaillerez pas la partie front du développement web ni affichage, mais vous allez vraiment progresser côté algo, structure de données.
Le code propre, en fait, installer un linter, si vous avez jamais utilisé Rubocop, vous n'avez jamais utilisé ESLint, c'est le moment de les installer et de reprendre un projet, de faire tourner dessus et de voir un petit peu tout ce qui vous dit dessus. Et vous posez les questions, ok, pourquoi il me conseille de faire ça. Voilà, il y a pas mal je crois qu'il y a des discussions d'ailleurs sur les forums de Rubocop. Que les règles ne sont pas forcément conseillées, enfin elles s'adaptent à des situations différentes, mais c'est toujours bon de les voir au moins pour une première fois et de se dire ok, la communauté elle recommande plutôt d'avoir des méthodes qui n'ont pas plus de 5 arguments, plutôt d'avoir des méthodes qui font pas plus de 15 lignes, comme ça. Donc là vous allez avoir ce côté code propre. Pour les bonnes pratiques, honnêtement je sais pas trop, à part lire des livres sur Ruby. Je sais pas s'il y a. Je pense que les bonnes pratiques, c'est un petit peu comme quand on cherche sur Internet comment faire machin en Ruby. Bah là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose et on se demande est-ce que je le fais vraiment bien. Et ça peut aller jusqu'à des choses qui ressemblent à des détails auxquels on pense pas tout de suite. Par exemple, juste avant de faire un commit, au fait, est-ce que mes commits ils sont bien, ils sont propres, je pense que c'est applicable à peu près tout, et si on essaie d'améliorer à peu près tout ce qu'on fait et tout ce sur quoi on tombe, tout ce qu'on a envie de construire, ou jusqu'aux petits détails, finalement les bonnes pratiques c'est un ensemble de choses qui se cumulent au fil des questions qu'on se pose quand on construit, je pense. Bonne maîtrise et compréhension de ces outils. Simple et extrêmement long à faire, c'est lire la doc des outils que vous utilisez presque en entier. Ouais. Que ce soit les éditeurs de code, on découvre toujours, si on lit le manuel de VS Code, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on n'utilise pas. On doit utiliser 10% de l'outil. Et c'est pareil, que ce soit sur des gemmes et tout, des fois on se rend compte que la gemme qu'on utilisait, en fait on l'utilisait mal parce que en regardant les exemples dans la doc, il y a des fonctionnalités en plus qu'on n'imaginait pas, ou tout simplement il y a des recommandations sur justement des bonnes pratiques. Voilà. Connaissances plus approfondies, notamment sur les bases. C'est pas quelque chose qui est les bases de ça a données, coupé. Ça a coupé, ouais. Sur les quoi à quel moment? Ouais. Sur les bases. Ouais, sur les bases de données, j'ai pas énormément de conseils. Moi, à l'époque, j'avais lu un livre dessus, mais j'ai oublié son nom. Je sais qu'il y a des tutos sur Internet, si on regarde. Mais vraiment, peut-être avoir un côté... plongez-vous non pas sur des tutos Ruby on Rails, mais vraiment SQL pur. Et modélisation base de données, ça peut donner de nouvelles idées. Ça permet de voir des choses. Et puis, le dernier point, c'est du questionnement personnel. Il n'y a pas trop de ressources là-dessus. Ok, merci beaucoup, Olive. Juste, je voulais savoir si à un moment dans la présentation, tu allais parler un petit peu de votre organisation à l'horizontale chez Captain Contra, ou ça ne fait pas partie du talk d'aujourd'hui? Alors, on pourra éventuellement y revenir après. Là, ce que je vous propose, c'est que j'enchaîne sur ma partie et on pourra aborder ces questions. Ça marche. Merci. J'en prie. Alors, je vais vous parler de un petit peu comment devenir dev. Parce qu'effectivement, il y a un petit effet de plafond de verre. On va dire le plus dur, c'est de décrocher son premier job et de le tenir. Et après, il y a quand même une certaine facilité. On arrive, on reçoit des offres d'embauche. On n'a même plus besoin de chercher du travail, donc c'est sympa. Et alors donc pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Donc on peut faire des grandes écoles, ou on peut faire des bootcamps, où il y en a qui arrivent à étudier par eux-mêmes. Et aujourd'hui, je vais vous partager les points clés que j'ai utilisés pour décrocher un job. Alors déjà, vous faites la meilleure formation. Donc félicitations, ça c'est bon, le PHP c'est les meilleurs. Et donc, premier point, il faut se former aux bonnes technologies. Donc ça veut dire par exemple, si vous voulez être développeur sur les téléphones, ça peut être pas mal d'apprendre React. Si vous voulez être plus développeur web, Ruby on Rails c'est très bien. Donc il faut penser à cibler les bonnes technologies. Ensuite, il faut répondre aux besoins du marché. Par exemple, vous avez le choix entre deux gemmes qui sont compliquées, mais qui font la même chose. Sauf qu'il y en a une qui est bien et il y en a une qui est nulle. Si celle qui est nulle, c'est celle qui est utilisée par la plupart des entreprises, il faudra peut-être la privilégier.
parce que forcément, si vous utilisez déjà les technologies des entreprises chez qui vous candidatez, c'est un bon point. Après, il faut bien se dire que la formation est éternelle. Bon, ça, je pense qu'on vous le répète tout le temps. Mais même les développeurs seniors continuent de se former continuellement, de se remettre en question, etc. Ensuite, moi, un point qui m'a beaucoup aidé, c'était de trouver un mentor. Voilà, on parlait tout à l'heure du code propre. Bah, moi, c'est avec mon mentor que j'ai beaucoup appris à coder proprement, les bonnes pratiques, etc. Et pour finir, il va falloir débloquer du temps. On ne devient pas développeur en y consacrant 2 heures le week-end. C'est un apprentissage à plein temps. Donc après, il va falloir évoluer. Donc juste savoir coder bêtement et en faisant des petits programmes qui marchent. Aujourd'hui, ça ne marche plus. On va demander beaucoup plus de compétences, des soft skills, comme on dit. Donc il va falloir apprendre à communiquer dans une entreprise. Parce que, donc si, je ne sais pas si vous avez déjà fait des projets finaux aujourd'hui, mais vous allez voir un petit peu que chacun va prendre son rôle. Il y en a un qui va être un peu plus produit, un peu plus front, un peu plus back. Et dans les entreprises, c'est pareil, mais de façon caricaturale. Il y a vraiment des gens qui sont, c'est leur boulot, quoi, le produit par exemple. Et donc il va falloir que vous appreniez à communiquer avec les différentes parties et vraiment avoir ces soft skills qui font que la communication passe bien et vous arrivez bien à faire le travail qu'on vous demande. Ensuite, pour se professionnaliser, il va falloir parler code avec vos camarades, avec d'autres, faire des meet-up, des choses comme ça. Tout ça, ça va vous permettre de vous professionnaliser et d'être crédible en entretien. Donc il faut aussi lire du code, comme disait Polive, lire la documentation, les exemples, etc. À chaque fois que vous lisez du code, vous allez habituer votre œil à du code propre. Donc bien sûr, il faut lire du code propre. Après, qu'est-ce que du code propre? Ça, c'est subjectif. Il va falloir coder. Donc plus vous coderez, plus ça va rentrer, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Alors bien sûr, coder 50 boucles et 50 petites tables dans tous les sens, c'est pas forcément ce qui va vous mettre en valeur. Ce qui va plus vous mettre en valeur, enfin en tout cas moi ce que j'ai mis en valeur dans mes candidatures, c'était une application que j'ai fait, on va dire si j'avais fait des petits projets à la base, j'en aurais plein dans tous les sens. Mais là j'avais une seule application qui vraiment tourne autour d'un produit de A à Z. Et donc le but c'est de faire toutes les étapes de la base de données à la mise en production et le front. Comme ça vous montrez vraiment que vous êtes capable de mener des projets à bout. Ensuite, un bon moyen aussi pour se professionnaliser, c'est de faire des projets en équipe. Donc vous allez en faire à THP. Et moi, je vous encourage à continuer, quitte à faire des stages, donc à travailler pour d'autres entreprises, ou travailler avec des associations éventuellement qui recrutent des bénévoles. Voilà, il faut vraiment essayer de chercher à travailler avec d'autres développeurs pour développer ses compétences de travail en équipe. Alors moi ce que j'ai fait aussi, j'ai beaucoup écouté de podcasts, voilà, des développeurs qui parlent de leur boulot, de leurs difficultés, de leurs recherches, de leur réussite, etc. Ça va vous permettre de vous cultiver déjà, quelles sont les dernières technologies. Oui. Alors, donc de trouver quelles sont les dernières technologies. Par exemple, qu'est-ce que c'est Ruby Rails 7, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dedans? Et tout ça, c'est des choses que vous pouvez ressortir en entretien qui vont vraiment vous permettre de marquer des points. Donc voilà, tout simplement avoir du bagou, quoi, être capable de parler de ce que vous faites. Donc des fois, la recherche, ça peut prendre longtemps. Mais ce qu'il faut, c'est il faut garder son calme et il faut continuer parce que forcément, vous allez monter en compétences à force d'étudier, de vous professionnaliser, et un jour, vous allez passer ce plafond de verre. Donc, pour faire sa recherche de travail, le réseau est très important. Donc là, aujourd'hui, vous êtes dans la communauté de THP, donc c'est un très bon point pour vous, et donc il faut la faire jouer. Voilà. Peut-être que s'il y a votre camarade qui va trouver du travail, il pourra vous aider à rentrer dans cette entreprise, etc. Donc ça, c'est un bon moyen. Enfin bon, c'est comme chacun sait. Ensuite, il faudra penser à sniper les offres qui correspondent à votre profil. Donc par exemple, là, en sortant de THP, vous allez être, pour la plupart, avoir des compétences sur Ruby et React. Donc voilà, c'est bien de cibler ces entreprises-là quand vous faites vos candidatures.
Ensuite, il faut savoir tout donner à chaque processus. Voilà, les entreprises, elles n'ont pas envie de recruter des gens qui sont à moitié motivés. Alors c'est vrai que c'est pas facile des fois quand on enchaîne plusieurs tests techniques, plusieurs entretiens, mais c'est important de montrer à chaque fois qu'on est motivé à 100%. Chaque échec est une leçon gratuite. Donc moi, avant de passer mon processus chez Capitaine Contrat, j'ai eu d'autres processus et s'il y a des développeurs seniors qui m'ont donné des concepts clés extrêmement importants que j'ai pu tout de suite mettre en valeur dans mes entretiens suivants. Donc même si vous êtes sûr que vous n'allez pas réussir, vous n'avez pas forcément bon feeling ou quoi, faites l'entretien, ça va vous apprendre à faire des entretiens tout simplement. Donc ça c'est très important d'y aller, d'enchaîner des entretiens ou des tests techniques, etc. Ensuite, il faut rien lâcher, il faut être persistant. Voilà, je pense que la recherche, c'est peut-être le plus difficile. Ouais, c'est plus C'est là dur que où le vous code, allez. on dirait. Franchement, en fait, vous pouvez vous faire recaler pendant 6 mois en ayant les compétences. Ouais, Et là, ce qu'il faut, c'est toujours ouais, garder et comme tu disais tout à l'heure, montrer qu'on est motivé, même quand finalement on a dépensé 4 mois d'énergie et que. Ouais, mm, mm, mm. carrément. Ensuite, il faut soigner son apparence, bon, offline, c'est-à-dire être bien habillé, etc. Bon, ça, logique, mais aussi en ligne. Donc, il faut avoir un beau profil LinkedIn. Le profil LinkedIn, c'est très important, avec une belle photo où vous souriez. Euh, Certaines entreprises demandent des comptes Twitter, il faut avoir un bon compte Twitter. Voilà. Donc, l'apparence en ligne est très important aussi sur les réseaux sociaux. Euh, quand vous voyez quand vous êtes dans un processus qui est intéressant, qui promet d'avoir du débouché, il faut enquêter sur votre employeur. Voilà, moi à chaque fois que j'avais un processus comme ça, j'allais sur YouTube, je tapais le nom de l'entreprise, je regardais les vidéos de l'entreprise, les vidéos des clients. Voilà, comme ça quand vous arrivez en entretien, euh, vous donnez des feedbacks de clients. Pour les entreprises, je ne sais pas si vous avez aussi, mais moi, des fois, quand je prends un service, j'ai 5 mails qui me disent «Et alors, votre avis, comment ça s'est passé?» C'est parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour les entreprises. Donc, si en entretien, vous arrivez, vous dites «Ah, mais vos clients ils disent ça et ça de vous», bon, bien sûr, en restant positif, mais ils disent ça et ça de vous, euh, voilà, tout de suite, vous êtes proactif, vous êtes dans la coopération. Et pour finir, il faut parfois prévoir à long terme. Voilà, moi j'avais un camarade de THP qui a pas saisi une occasion de faire un stage et parce il pensait devoir trouver tout de suite, mais du coup c'est un regret qu'il a eu parce que finalement bon bah voilà il a quand même il a pas trouvé tout de suite quand même et il pense que ce stage aurait pu lui permettre de trouver plus vite. Donc voilà, des C'est fois il ça en fait, faut vous avez une continuité dans c'est votre ça. vie, dans votre expérience et oui, ça pourrait rehausser finalement le niveau. Enfin, quand on sort de formation par exemple, effectivement, Mm, mm, mm. faut vraiment profiter de chaque occasion, même si on n'est pas payé. Et parfois c'est C'est un peu ça. dur d'accepter parce que on se dit quand même, un emploi de développeur, c'est censé être bien payé quoi. Mais c'est quelque chose qui vous servira à pouvoir vous défendre super bien en fait. Juste après, Mm, mm, mm. c'est que quelques mois de sacrifice où finalement on apprend beaucoup. On fait tout ce que fait un dev, sauf être payé. Et après, on pourra prouver aux employeurs suivants qu'on sait faire tout ce que fait un dev finalement. C'est ça. Alors, le cerveau, c'est comme un muscle, il faut l'entraîner. Et donc, c'est là, on arrive au test d'algorithme dont on parlait tout à l'heure. Donc, pour ça, pas de secret, hein, voilà, faut s'entraîner, il faut faire des tests d'algo. Donc, moi, ce que je recommande, c'est Code Wars. Bon, ça, je pense qu'on a déjà dû vous le recommander. Ouais. Et un truc que je vous recommande de faire dès maintenant entre vous, c'est Coding Game. En fait, il y a une fonctionnalité pour faire des petits exercices d'algo en concurrence. Donc ça va vraiment vous permettre de mettre un enjeu. Donc ce sera rigolo. Et puis ça pourra vous permettre de progresser plus vite. Et si vous le faites tous les jours, en fait, comme vous allez être en concurrence entre vous, ça va vous mettre une petite pression. Et du coup, en entretien, quand vous devrez coder quelque chose rapidement, que vous aurez la pression et tout, vous serez déjà habitué. Voilà, parce que plus vous allez faire d'exercices comme ça, plus vous allez prendre confiance en vous. Moi, par exemple, quand je suis arrivé à mon test d'algo de chez Captain Contrat, donc c'était en live, un petit énigme, et c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, un petit peu la panique, mais tout de suite, je me suis dit, ah, mais attends, je connais cette méthode,
qui fait ça, et puis j'enchaîne. Après, le recruteur me dit, ah, tu pourrais pas faire un petit peu mieux, et je me dis, ah bah si, je fais comme ci, comme ça. Et voilà, parce que je m'étais bien entraîné en algo avant. Donc ça, alors toutes les entreprises ne demandent pas forcément des tests d'algo, effectivement, mais c'est toujours bien de le faire, ne serait-ce que pour montrer que vous êtes vraiment dans une démarche d'apprentissage. Et voilà, et puis pour finir, des jeux vidéo. Donc moi je sais que j'avais joué un petit jeu vidéo dans l'espace où j'avais codé des lasers de minage avec de la trigonométrie et un langage très primitif. C'était rigolo. Donc voilà, si vous aimez les jeux vidéo, ça peut être une bonne idée de faire des jeux vidéo qui tournent autour de la programmation. Et t'as plus le nom du site? C'est pas. De quoi, le jeu vidéo ou Ouais, le site qui fournissait le jeu, par exemple. C'est Starbase. Starbase, ouais. Ça pourrait servir à certains, voilà. Certaines personnes curieuses. Tout à fait. Et bon, vous avez passé le test technique, vous êtes super chaud, et vous arrivez aux entretiens, et là c'est le moment de tout donner. Donc, les clés pour ça, souriez. Voilà, faut être positif, faut parler au positif. Par exemple, si on vous dit alors est-ce que vous savez coder un petit peu en Python, vous dites pas non, vous dites pas encore. Voilà, faut essayer de parler au positif parce que c'est des gens avec qui si vous voilà, moi j'ai ciblé des CDI, donc si vous décrochez un CDI, c'est des gens avec qui vous allez pas travailler pendant longtemps, avec qui vous allez être en contact au quotidien. Et donc voilà, forcément si vous êtes positif dès le début, si vous amenez une bonne humeur, vous allez être une force dans l'équipe. Et vous allez driver tout le monde vers l'avant. Donc c'est important, c'est très important, même si vous êtes au bout de 6 mois, machin, que vous soyez positif, que vous soyez... Enfin voilà, je vais pas me répéter, positif, quoi. Et ensuite, il faut savoir s'adapter à son interlocuteur. Donc par exemple, premier contact, entretien technique, faut peut-être pas tout de suite parler du salaire. Ça peut venir plus tard. Si vous avez un entretien avec un DRH, vous allez peut-être pas moins parler de la technique que l'entretien technique, mais plus mettre en avant vos qualités de communication. Et donc j'en viens au point suivant. Il faut savoir être audacieux, raisonnablement bien sûr. Il faut savoir rester modeste. Mais voilà, faut pas hésiter à challenger un petit peu les recruteurs. Mais par exemple, si vous arrivez devant le CEO, pardon, voilà, faudra peut-être être plus respectueux. Donc voilà, c'est important de s'adapter à son interlocuteur. Après, une technique un peu bête que j'ai appliquée, c'est, alors je l'ai pas fait à chaque fois, c'est pas forcément évident, mais de poser des questions jusqu'à ce qu'on m'arrête. Voilà, c'est-à-dire, comme j'ai bien enquêté sur l'entreprise avant, j'ai plein de choses, de sujets à avancer. Et donc voilà, je pose des questions, Et puis l'entretien qui devait durer 1 heure en dure 2. Et puis forcément, ça permet de marquer des points, qu'on est capable de, et puis là, pour le coup, ils se souviennent de toi. T'es plus noyé voilà, dans la ils se masse souviennent à de ce moi. moment-là. Ils se disent ah mince, ça fait 2 heures quand même, ce serait bête que ce soit pour rien. Ouais. Voilà. Ensuite, il faut être rassurant. C'est important en fait, parce que si vous voulez, les personnes qui vous recrutent, en soi, ils sont de votre côté. Eux, ils sont peut-être en galère, peut-être que ils manquent de renfort. Ils ont qu'une envie, c'est que vous réussissiez cet entretien. Vous avez juste à les rassurer. Alors, pour ce qu'ils se disent, il va rester avec nous, il va pas partir au bout de 2 mois pour une meilleure offre. C'est quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un avec qui on peut parler facilement. Voilà, ils ont juste besoin d'une excuse pour vous recruter et tac, ils vous prennent pour le boulot, sur le boulot avec eux. Et vous pouvez vraiment beaucoup les aider, quoi. Il faut juste que vous les rassuriez. Et donc, bien sûr, il faut être sympa. Voilà, vous êtes sympathique. Et dernier point sur lequel moi j'ai un peu pêché, il faut parler de ce que vous savez. Voilà, moi on m'avait demandé, la question c'était oui, les fonctions asynchrones en JavaScript. Et alors, alors j'étais persuadé que je savais, sauf que j'ai pas été capable de mettre les bons mots sur les bons concepts. Et du coup, là j'ai perdu des points. Donc si vous savez pas, vous dites je sais pas. Ou pas encore, ou je sais pas encore. Mais voilà, parce que imaginons que vous êtes embauché par cette entreprise, et vous dites bon vas-y, tu refais toute l'architecture, et que tu dis oui, mais que tu n'as aucune idée de comment faire de l'architecture et que tu pourrais toute l'architecture de la boîte. Voilà, les gens ils veulent pas que ça arrive. Donc c'est important que vous disiez, voilà, que vous restiez humble. Ouais.
Et voilà, bah, je vous remercie de nous avoir écoutés. Et je vous souhaite dans tous les cas un bon courage à tous dans vos recherches. Bah, c'est super, merci. J'imagine qu'il y a peut-être des petites questions qui viennent, des remarques, des, des envies de participation de la part du public. Oups, hop. Pas encore. Alors moi j'ai un problème, j'arrive pas Bonjour à cliquer. Jocelyn, moi je suis Salut. simplement dans l'étape d'inscription à la formation et en fait hier je t'avais posé une question sur Discord, enfin j'avais posé une question à la communauté par rapport à un début de carrière sans diplôme et toi tu m'avais répondu que tu avais t'avais ce profil, en fait tu avais démarré sans diplôme Exactement, oui, c'est ça. et, Ouais. et j'aurais bien aimé du coup savoir est-ce que en plus de la formation tu avais cherché à ajouter des certifications sur ton profil ou simplement tu avais un peu énuméré tes compétences et bien travaillé sur ton profil ou tu avais en plus fait des certifications? Oui, alors selon moi, j'étais un peu, entre guillemets, je sais pas comment appeler ça, un rebelle de l'école ou autre. Enfin, à l'école, j'avais un profil ok, mais bon, voilà. Et depuis, comment dire, j'ai toujours misé sur le fait de ne pas avoir de diplôme. Je me disais, c'est pas obligé d'avoir un diplôme. En fait, à chaque fois que j'entendais ça, que c'était pas obligé Yes. d'avoir le diplôme dans le monde du dev, je me suis dit, enfin, ça m'ajoutait de la confiance dans mon sens, quoi. Parce que je trouvais que les écoles étaient un petit peu lointaines si tu sais que tu veux coder, pourquoi apprendre l'histoire, l'espagnol et des trucs du style, quoi. Tu veux coder. Donc j'étais un peu dans cette mentalité-là. Et donc bah, c'est pour ça que j'ai fait THP. Je me disais, là, c'est cool, on fait un bootcamp, on fait vraiment que de coder. Et à la fin, enfin, dans le concret, au lieu d'avoir des apports théoriques, on a des connaissances pratiques. Donc, Ouais. enfin, on a de la pratique, on a des projets, on a des choses à présenter. Et en fait, c'est là-dessus que j'ai voulu le miser le plus, c'est-à-dire euh, pouvoir montrer que j'ai fait ci, j'ai fait ça. En fait, et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire, c'est-à-dire vraiment pouvoir prouver finalement, pas par des papiers, mais par des projets, pouvoir les expliquer, pouvoir dire que vous avez fait ça, que c'était avec des gens, que vous avez su travailler en équipe, que vous avez su l'organiser, que vous avez su structurer vos idées et puis mettre en place le projet, quoi, et puis que dans les détails du code, vous aviez su finalement construire les choses, quoi. Euh, T'avais préparé un bon portfolio? alors justement, j'y avais pensé et je l'ai jamais fait. En fait, il y a plein de choses que j'ai pas bien faites pour aller dans le sens de ce que je viens de dire là. C'est-à-dire que mon GitHub, je l'ai jamais montré parce que j'avais toujours peur qu'on me dise que c'est, enfin, je le trouvais pas Même du assez coup, bien. sans avoir fait un GitHub complet, t'arrivais quand même du coup à parler un peu de tes compétences de soft skills quoi et de C'est ça. t'arrivais aussi ouais Et du du coup coup, en à fait, ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire dès le début. Donc, j'ai dû faire vraiment beaucoup d'entretiens pour savoir me vendre. Et finalement, j'étais devenu plus un commercial qu'un développeur parce que je codais plus et je faisais que de me vendre finalement. Parce qu'en fait, bah, on peut passer Ouais. vraiment beaucoup de mois à essayer de trouver du travail. Donc, ce que je conseille aussi, c'est de quand même garder beaucoup de temps pour coder et peut-être diminuer le temps d'entretien, mais ça ajoute finalement de la valeur à votre profil qui est toujours actif et qui est prêt à se défendre en termes techniques. Parce que avant le test technique, je passais super bien, je parlais super bien de moi et tout, je mettais vraiment beaucoup en confiance. Et finalement, derrière, bah, je savais plus coder parce que ça faisait quelques mois que je codais plus et que je faisais que de chercher du travail finalement. Donc c'est important aussi, ouais. est-ce que tu penses que aussi du coup j'ai vu sur certains profils Malte ou LinkedIn des personnes qui avaient aussi fait des petites certifications qu'on trouve sur internet sur certains logiciels ou certaines compétences et ils les avaient ajoutées à leur CV. Je sais pas si Oui, ça peut notamment vraiment Open avoir de la Classroom par plus-value. exemple. Ouais, Open Classroom, Udemy et tout. Je pense que ça peut être bien. Même sans parler de grosses formations en plus, même sans parler de formation en plus, des certifications sur des logiciels genre Microsoft BI ou même des certifications sur Python. Ouais. Alors Il y en a personnellement, je sais pas quelques-unes. ce que ça vaut au regard d'un recruteur, donc peut-être que ici D'accord. les invités pourront répondre, mais je me dis que au regard de quelqu'un qui connaît pas trop le monde du développement, c'est rassurant. Après, au regard d'un développeur, le développeur a envie de savoir ce que tu sais faire, je me dis, et je pense que si tu peux te défendre avec un projet plutôt qu'avec un certificat, auprès de personnes qui sont vraiment qualifiées en dev, c'est mieux, Oui. je pense. Je sais pas ce Ouais, que vous très en pensez, clairement, Maurice, mais ouais. en fait, tu vas être évalué sur des tests techniques
Parce qu'un projet, en fait, ils savent pas vraiment si c'est toi qui l'as fait ou pas. Les certifications, enfin, je veux dire, c'est pas des diplômes reconnus par l'État, donc en soi, ça vaut pas grand-chose. Donc il faut vraiment se concentrer sur ce que tu es capable de dire et sur ce que tu es capable de faire à la demande. Yes. Faut bien apprendre à parler. Ouais, Et, euh, et est-ce que du coup c'est tout le temps, c'est pas tout le temps des personnes qui ont des grosses compétences en informatique qui recrutent? C'est ça. En fait, il y en a qui savent même pas ce que c'est l'informatique. En fait, Ah, il y a d'accord. écrit des mots sur leur demande. Ils disent enfin, on leur dit qu'il faut recruter un développeur qui fasse ci, ça. Et ça arrive, hein. Enfin, je dis pas que tout le monde est comme ça, hein, mm, attention. mm, Mais on dit que le développeur doit faire du HTML, CSS, Git, etc. Et donc, moi, ça m'est arrivé une fois, on me dit, alors, vous savez faire du Ruby on Rails? Je dis oui. Enfin, c'était un questionnaire limite oral, quoi. Et le PostgreSQL, oui. Et d'accord. Et HTML, CSS, et d'accord. Et après, on me demande, et Git, ça va, Git? Je suis en mode Git, sérieusement? mm. En fait, c'est comme si on demandait à un journaliste, est-ce que vous savez utiliser un bloc-notes et un stylo par hasard? Enfin, je sais pas. Et à Et ce est-ce que moment-là, je me du suis coup il dit y que avait, vraiment la personne n'y connaît rien, quoi. Enfin, ça est-ce qu'il arrive. y avait souvent des questions très techniques ou très peu En du fait, coup? je pense que moi, ça arrive juste après. D'abord, le premier filtre, C'est c'est ça. justement les personnes qui se connaissent peut-être un petit peu moins, mais qui vont voir si le profil est humainement Ah intéressant, oui, quoi. donc après tu as souvent quand même un Ouais, interlocuteur compétent c'est ça, c'est par couche. Et puis après, Ouais. plus on avance, plus les compétences demandées sont, enfin, plus c'est exigeant, quoi. Mais après, tout Mm, dépend de la mm, mm. taille de l'entreprise. Là, c'est plutôt pour une entreprise type Captain Contrat, par exemple. Mais admettons que l'entreprise, c'est un humain qui a une idée. Moi, ça m'est arrivé. Là, les tests, enfin, le type n'est pas développeur, donc il te fait passer zéro test. Il regarde ton côté humain finalement. Il regarde si t'as l'air, Yes. si tu mets en Ouais. confiance ou pas. Et là, tu passes tout de suite et il dit OK, on signe. Enfin, parce que il a peut-être comparé avec deux trois développeurs autour. Et Et c'est concernant ce type d'emploi où il y a une entreprise de très petite taille, est-ce que tu conseilles ce type d'emploi ou est-ce que ça va être quelqu'un qui va du coup un peu trop t'en demander ou. Alors ça, je pense que ça dépend un petit peu de la confiance en soi Bah, et des exigences j- j- autour euh, parce qu'on peut te demander des choses vraiment astronomiques. En fait, tu vas devoir tout gérer tout seul du coup. Et je pense que c'est une expérience qui apprend énormément. Moi, les personnes que j'ai vues Ah qui ouais. ont rencontré ce type de cas, du coup, devaient gérer un panel de choses assez large et en ont appris beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses différentes à gérer. Boris, t'allais dire quelque chose par rapport à ça? non, je disais, je pense que c'est important de faire au moins quelques mois dans une équipe, de travailler avec des gens qui sont développeurs depuis longtemps, ne serait-ce que pour prendre toutes ces bonnes pratiques, quoi. Ouais, et Parce que puis le problème, c'est que si on développe tout Ouais. le temps tout seul, alors on monte en compétence, ça c'est sûr, mais il y a peut-être des choses auxquelles on va pas penser, voilà, qu'on pourrait avoir si on travaille dans une équipe déjà, pour commencer. Ouais. Et juste une toute petite parenthèse, je pense que Jocelyn, tu parlais plutôt de mission de freelance oui, sur cet aspect-là, non? Ouais. exactement, c'est Parce ça. que j'avais l'impression qu'ils s'attendaient à un CDI, mais dans une très petite boîte. Je ne sais pas s'il y a vraiment des offres de cet acabit-là. Eh bien, Bah, moi, j'ai eu une offre où je devais être le seul développeur pour un site web, donc où j'aurais été en totale autonomie en fait, en CDI. D'accord, ok. ça arrive aussi alors, ouais, Ouais, c'est peut-être un peu plus rare. je pense, ouais. Parce qu'en général, c'est par Pour, exemple des gens qui ont économisé ou alors qui ont la confiance d'un investisseur qui donne quelques milliers d'euros et puis ils se disent ok, j'ai ça à investir. Hmm. Le premier truc auquel ils pensent, c'est sûrement un développeur parce que bah, c'est une compétence assez compliquée à avoir, quoi. pour faire le lien entre un petit peu entre tout ce qui s'est dit dernièrement, à savoir à la fois c'est important et c'est conseillé de faire de pas être tout seul au moins enfin de pas être tout seul tout le temps et de bien savoir parler si vous allez rencontrer d'autres développeurs dans le process de recrutement. Je pense que pour s'entraîner à bien parler, à bien s'exprimer, le mieux c'est justement de faire des projets en groupe et de parler à d'autres gens, mais d'échanger autour de problématiques et de solutions, de voir comment tu résous à plusieurs un problème si t'as pas d'idée, si t'es pas sûr de quelle est la meilleure approche en termes de développement, parce que euh, c'est-
si vous êtes sur des recruteurs comme moi, justement, qui sont dans des équipes de développement, qui font du dev au quotidien, on va vous attendre au tournant sur vraiment des choses comme concrètement, qu'est-ce que tu as implémenté. Moi, quand j'étais en école, il y avait quelqu'un avec qui je détestais travailler en groupe parce que c'était un super beau parleur. Il t'expliquait que tout était simple, que c'était facile à développer. Et au moment où il fallait le coder, il était incapable de le faire. Et quand il t'expliquait, tu te rendais compte que ses explications tenaient pas la route et que ça marchait pas en algo. Donc, il faut vraiment s'entraîner et être capable d'expliquer concrètement ce que tu as fait pour résoudre un problème, quel genre d'algo tu as utilisé, comment tu as arrangé ton code, quelles étaient tes problématiques. Et c'est ça, échanger autour de ça, c'est ça qui va vous faire un bon membre d'équipe d'une équipe de développement. Ouais. Après, il y a la partie, effectivement, savoir se vendre à une personne qui est là 100% recruteur, ça, je ne saurais pas trop vous conseiller dessus. Jocelyn, j'aurais une dernière question. Est-ce que tu conseillerais, du coup, pour un profil sans diplôme en début de carrière, de plutôt s'orienter vers chercher la recherche de CDI ou plutôt la recherche de freelance en se proposant à un prix bas sur le marché? Alors, je pense que se proposer un prix bas sur le marché, c'est pas forcément une bonne idée parce que les personnes n'auront pas confiance. Après, moi, j'ai pas un avis très tranché sur le fait de commencer par un CDI ou freelance. J'ai toujours été assez têtu et moi, je me suis dit, quand je sors de THP, je veux être freelance. Donc, je me suis débrouillé pour. Mais certaines personnes disaient que c'était plus facile de commencer par du CDI. Je pense que la réponse est peut-être un peu subjective. Peut-être que Boris et Pauline, vous avez des arguments là-dessus. Mais Je dirais ça dépend de toi. Il y a des personnes voilà, pour ça qui dépend de c'est toi en plus fait. facile de partir tout de suite en freelance, d'autres pour du CDI. Moi, ce que je recommande, c'est soit quand vous faites des stages ou pour votre première expérience, d'essayer de travailler avec des devs déjà expérimentés, C'est vrai. Ouais. Yes. quitte à le faire en freelance. Carrément. Mais oui, le but, ouais, dans tous les cas, il faut que tu aies une expérience le plus tôt possible, que ce soit stage ou pas stage, avec un bon prix ou alors se sous-vendre ou quoi. Enfin, je te disais de pas mettre un prix trop bas, ça c'est pour l'apparence de ton profil, tu vois, pour qu'on te fasse confiance. Après, Oui. quand tu échanges avec quelqu'un, si la personne dit j'ai pas les moyens ou autre, là, enfin, comment dire, faut pas non plus briser sa confiance en baissant le prix d'un coup. Mais rien ne t'empêche d'accepter quelque chose de moins cher, moins payé pour avoir une expérience tout de suite, quoi, en fait. Yes, et Je en pense que échange, tu peux lui demander des contreparties sur avoir un poil moins de travail sur certaines choses, être un poil moins polyvalent s'il te propose un salaire moins élevé. par exemple, ouais, ouais, si tu as envie de négocier. Et je pense que voilà, oui, avoir une expérience dès le plus tôt possible et que ce soit en équipe, je pense que c'est déjà deux bons critères et que les autres critères sont un peu propres à chacun et tout, mais que dans l'idée, pour se lancer, il faut commencer comme ça, je pense. Et est-ce que vous auriez déjà vu, du coup, dans le profil de quelqu'un qui veut démarrer sa carrière sans diplôme, de pouvoir, ben, du coup, avoir un CDI, quoi? Est-ce que c'est vraiment possible d'avoir un CDI ou c'est que Tout en à fait. freelance qu'on peut trouver des solutions? Ouais, ou en CDI aussi? Ah oui, si, si. Bah moi, j'ai pas de diplôme, j'ai un CDI. D'accord. Ouais. Moi aussi, C'est comme je disais, en fait, c'est si vous avez des diplômes, tant mieux, mais si vous en avez pas, en fait, les gens en face de vous, les recruteurs, s'ils voient que vous avez les compétences, ils vont vous recruter. C'est ce qui compte. c'est ça. Ouais. Récemment, j'ai un ami là, qui a postulé, il a été pris dans un CDI. Euh, bon, il a eu de la chance un petit peu parce qu'il n'avait pas trop confiance en lui, mais il a quand même été pris. Mais il n'avait pas non plus énormément comment dire, les compétences n'étaient pas folles et finalement il a trouvé son CDI quand même. Et c'était, ouais, ça se fait aussi quoi. Mm, mm, mm. D'accord. Et est-ce que c'est facile pour les employeurs, ça c'est une question un peu administrative, pour eux de faire progresser ton salaire, c'est-à-dire si au début, ben, pour trouver ton premier CDI, tu te mets un peu à prix bas dans ton objectif de CDI, mais après que tu souhaites quand même monter en salaire dans la boîte, c'est facilement faisable ou vaut mieux essayer de négocier quand même un salaire qui soit pas trop dégueulasse au début? Bah, après, je dirais, c'est pas compliqué, entre guillemets. Une fois que, enfin, très vite, au bout de quelques mois, ton profil il va prendre énormément de valeur. Et bah, tu peux très bien aller voir ton employeur et lui dire, bah écoutez, j'ai une offre à temps, soit vous m'augmentez, soit je la prends. Yes, Ouais, c'est ça. Voilà, une fois que tu passes le plafond de verre, tout va se faciliter en fait.
Ouais. C'est Mais pas la après, mer à boire pour attention. eux de t'augmenter, quoi. Non, et puis en général, les entreprises qui embauchent des devs, c'est des entreprises qui ont des budgets, voilà, qui sont prêts à dépenser de l'argent pour employer des développeurs. Yes. Après, attention non plus à pas se vendre au rabais, parce que si vous voulez, quand vous allez acheter une voiture et que vous voyez la voiture à 500 euros, vous dites non, j'ai pas envie de l'acheter parce qu'elle va pas bien marcher. Donc il faut quand même se vendre Il faut un au juste prix du milieu. marché. Voilà. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'aller voir les employeurs, de leur dire, bah voilà, je vous prends moitié moins cher, mais s'il vous plaît, donnez-moi mes premiers mois d'expérience. Non, je pense qu'après, Ouais. il faut se vendre au juste prix. Après, Merci beaucoup. je sais pas si ça dépend vraiment de l'entreprise que vous visez, si c'est applicable ou pas, mais moi, ma recommandation vraiment perso, c'est plus de demander honnêtement c'est quoi les fourchettes de salaire par rapport au niveau d'expérience. Et moi, je trouve en tout cas que c'est quelque chose d'assez sain d'avoir une entreprise qui fonctionne plus comme ça que le salaire de chaque dev est secret défense. Et en fait, trop tard, t'as demandé 40K alors que ton voisin qui a 2 mois d'expérience en moins, il a demandé 60K et on l'a payé parce qu'on avait vraiment besoin de dev. C'est pas le genre d'entreprise dans lequel j'aurais envie de travailler, moi. Ah oui, il y a des entreprises qui sont un peu en mode salaire mystère. Je sais Ouais. Ouais. Ok. Je sais pas si Polive, tu voulais répondre à la question qu'on avait vue plus tôt sur le fonctionnement de notre équipe. Faut voir si on a le temps. Je pense que c'est pas le cœur du sujet et c'est Ok. c'est Soit, un gros truc. s'il n'y a pas de questions. Est-ce qu'on a le temps et est-ce que ça intéresse des gens? On peut en parler, ouais. On a quelques minutes. Si personne n'a de questions là tout de suite, on a quelques minutes pour. J'ai une petite question pour les recruteurs. Ouais. Je vous remercie pour votre présentation. Là, je suis en fin de parcours Dev Next et j'entends la petite difficulté à passer le plafond de verre, comme vous dites. Est-ce que vous avez déjà conseillé dans la présentation de plutôt lire les docs, éventuellement lire des livres sur les structures de données, etc. Et je me pose la question de quoi prioriser. Est-ce que je continue en fait d'essayer de prendre du recul en fait sur les technologies, notamment celles qu'on a abordées là pendant les formations, ou est-ce qu'il faut d'abord se concentrer sur une sorte de validation des acquis qu'on pourrait avoir en sortie de THP, c'est-à-dire voilà, plutôt se concentrer sur une application simple Ruby plus Rails de A à Z, ou voilà, augmenter le champ des possibles pour pouvoir répondre davantage dans des entretiens aux questions qui pourraient être posées et montrer notre curiosité et notre capacité à prendre du recul sur les technologies. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de prioritaire ou Je dirais qu'il faut se spécialiser. il vaut mieux se spécialiser? Par exemple, là, si tu as fait le cursus Next, tes compétences, elles sont en Rails et en React. Travaille-les, apprends à bien te servir de Redux, des choses comme ça. Voilà, apprends à faire des belles requêtes SQL. Voilà, moi je conseille de se spécialiser. Vous choisissez un domaine, quitte à changer complètement, partir en Python. Moi j'ai un camarade là qui est devenu scrapper en Python. Alors qu'à la base c'était pas du tout sa formation, il a pris Python en même temps qu'il faisait l'entretien technique. Voilà. Mais le mieux c'est quand même de se spécialiser. Bah ouais, pour aller dans ton sens, c'est vrai. J'ai tenté de diversifier un petit peu mon profil. Au tout début, j'ai mis tout ce que je savais faire. Donc en gros, si pendant quelques mois j'avais fait du C, je mettais du C, alors que c'est un truc de développeur web. Enfin, je mettais absolument tout. Si j'ai fait un peu de Node, je mets du Node. Et mon CV, du coup, bon, il était blindax, quoi. Il y avait plein de trucs. Mon LinkedIn, c'était pareil. Enfin, c'était Malte. Sur mon Malte, surtout. Sur Malte, on peut vraiment mettre les compétences. Et finalement, je recevais des offres qui n'étaient finalement plus très pertinentes. On me demandait d'être développeur C ou des choses comme ça. Et ça ressemble pas à ce que je vise. Et c'est très difficile de me défendre en langage C parce que ça fait longtemps que j'en ai fait. J'en ai pas fait beaucoup et tout. Donc, si on se vend sur du Ruby on Rails, React.js et qu'on a fait majoritairement ça en fait et qu'on sait qu'on veut trouver du taf là-dedans, vaut mieux mettre que ces technos-là. Et puis effectivement, après, rien n'empêche d'accepter d'être reconverti une fois qu'on accepte un travail. Ouais. Accepter d'être reconverti et même vous pouvez prendre un peu de temps, mais pas la majorité. Enfin, faut pas se dire, ok, j'ai fait ma formation THP, maintenant j'apprends tous les autres langages de la Terre et j'y touche plus. Non, faut se perfectionner comme a dit Boris, mais passer je sais pas, 10% de votre temps quand même à explorer un petit peu le reste.
le mettez pas forcément sur votre CV, mais pendant l'entretien, Voilà. si la personne vous dit ok, on est principalement des devs Ruby on Rails, mais on a commencé à avoir un microservice en Python parce que il y avait une Python qu'il fallait absolument qu'on utilise. Et là, c'est le moment de dire ah bah je me suis intéressé un petit peu, j'ai fait des tutos Flask, c'est pas mal. C'est pas ma spécialité, mais je connais un peu et je saurais monter en compétence là-dessus, pas à partir de zéro, quoi. Ouais. Ouais, bien sûr. Allô? Oui, Allô? salut. Salut. Je voudrais parler d'une expérience que j'ai eue personnellement, par rapport aux recruteurs, qui était très, très étrange. Et c'est que j'étais embauchée en CDI pour être développeuse front-end React. Et puis, je suis allée au boulot et j'ai vu qu'ils m'ont pas donné de React. En gros, ils m'ont donné des projets que je connais pas techniquement. Ça veut dire que c'était une CMS que personne n'utilisait, je le savais pas. Et c'était des codes JS d'une autre entreprise qu'en général, ils sont récupérés, des codes offusqués d'une entreprise. Ils m'ont donné tout ça toute seule. Et l'histoire, c'est qu'on m'a embauché en étant développeuse React et on m'a promis d'avoir une équipe développeuse. Et ils m'ont présenté les 2 autres développeurs qui étaient là. Après, j'ai commencé à travailler. J'ai vu que, OK, je ne connais pas le technique et j'ai besoin de me former à côté. Et puis, j'ai vu que j'ai une équipe, donc j'ai commencé à parler à une équipe. Et après, mon chef de projet, en gros, il m'a rapproché qu'on ne te paye pas pour te former à côté et que tu déranges les autres parce que tu es toute seule, en gros. Vous voyez? Wow. Donc, Bah, c'était vraiment une mauvaise expérience. Je me trouvais toute seule devant une technique que je ne connais pas, en me disant qu'au début, on m'a promis une équipe. Et quand j'étais bloquée et quand je parlais aux autres, en gros, ils ne sont pas aimés du tout, quoi. Donc, ça n'a pas marché. Finalement, ça veut dire que j'ai fini ma période d'essai et je n'ai pas continué. Mais ça arrive que les recruteurs, ils Ouais. ne connaissent même pas pourquoi ils nous ont embauchés, en fait. Ils ne connaissent vraiment rien, quoi. Ça arrive souvent, ça? Ça m'est arrivé. J'ai signé un CDI, imagine, et que j'ai laissé tomber parce que je me trouvais, après 2 mois, complètement devant un projet, gros projet, de fait par quelqu'un, un vieux, des codes complètement offusqués, vieux, et je ne maîtrise pas le technique. Et quand je suis bloquée, et on me dit que j'ai une équipe, et quand je parle aux autres, on m'a rapproché de ça. On m'a dit que pourquoi tu déranges les autres, pourquoi tu n'es pas assez autonome, en fait. J'ai une Wow, question carrément. là-dessus. Ouais. Est-ce que tu as dit à la direction Oui, que justement ça correspondait pas à oui, ton embauche? Ok. oui. Mais finalement, ils m'ont dit oui, on a fait une erreur, quoi. Donc, Ok. Ouais, d'où l'avantage Ça de suivre le conseil de Boris qui disait de stalker entre guillemets les entreprises, quoi, de regarder, de chercher sur YouTube, ensuite sur LinkedIn, de regarder chaque personne, etc. pour vraiment avoir une maîtrise de l'entreprise et quand on arrive de pouvoir finalement d'avoir l'avantage de pouvoir se vendre, mais aussi de savoir si c'est fiable. Après bon, ouais, effectivement, dans ces cas-là, parfois c'est pas facile aussi de trouver des informations. Ben oui, parce qu'en gros, dans le fiche, c'était React. Après, j'ai vu que c'est pas le projet qu'ils m'ont donné, c'est pas du tout React. Et les JS sont tous les codes vieux, offusqués. C'est à moi de débloquer les codes que je connais pas du tout. J'arrivais même pas à les lire parce que c'était offusqué. Il fallait le coder de zéro. Bon, en gros, ça peut arriver que les recruteurs, mais même mon chef de projet, ça veut dire que j'avais un chef de projet que techniquement, il connaissait rien. C'était à moi de tout faire et tout débloquer, tout relire et même me former à côté. Mais en gros, je pouvais le faire si on me laissait du temps ou je sais pas, de me laisser de me former à côté. Mais ils se sont dit non. Ou parler même aux autres parce que je me trouvais vraiment bloquée toute seule devant quelque chose que je connais pas. Et c'est vrai que ça m'a dégoûté un petit peu. Ouais, c'est clair. Ouais, Et oui, non, ça peut arriver. ouais, c'est ça. On est dans un monde avec des humains. Les humains sont un peu étranges. Et on peut tomber sur tout type de cas, ouais, effectivement. C'est clair. Mm.
Est-ce qu'il y aurait des petites remarques, des ajouts à faire, des expériences aussi qui peuvent être marrantes à ajouter, ou alors des petites questions? Il n'y a plus personne. Euh, Boris, vous alliez parler un peu de l'équipe, et puis je pense qu'on peut terminer là-dessus. Ouais, si ça vous intéresse, on peut vous parler un petit peu plus de l'organisation et de pourquoi le recrutement est fait quasiment que par des devs, pourquoi les premiers contacts. Nous, c'est l'inverse chez Captain. Tous les premiers contacts sont faits par des membres de l'équipe dev et c'est à la fin où on a plutôt les gens du service RH qui viennent finaliser les derniers ajustements du contrat. Ouais. Historiquement, il y avait un CTO chez Captain Contrat qui est parti et le remplacement s'est très mal passé. Donc ils se sont dit bon, le troisième CTO on le choisit bien et on prend notre temps. Et en fait, pendant qu'ils prenaient leur temps, l'équipe s'est rendu compte que en fait tout marchait bien sans CTO. Il y avait un des cofondateurs qui avait plus ou moins repris la casquette, mais vu qu'il n'avait pas un énorme background technique, en fait, il faisait surtout confiance à l'équipe de développement et il tranchait si vraiment il y avait besoin d'une question qui n'arrivait pas à être résolue. Et petit à petit, en fait, il tranchait de moins en moins. Il y a quelques équipes qui s'intéressaient à des livres ou en tout cas à des modèles d'organisation type Reinventing Organization ou Holacracy. Et puis ça marchait de mieux en mieux. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que le cofondateur qui faisait CTO temporaire servait plus à grand chose. Donc on lui a proposé de partir sur un modèle comme ça et d'arrêter en fait de rechercher un CTO vu qu'on s'en sortait sans. Donc l'offre d'emploi a été fermée et voilà. Et ensuite, petit à petit, l'équipe s'est organisée. Globalement, c'est assez simple. On prend toutes les tâches qu'on imagine qu'a un CTO et ensuite, une fois qu'elles sont bien séparées, listées, on fait les enchères dessus. Qui veut s'occuper du recrutement, qui veut faire la validation de congé, qui veut revoir tous les 6 mois, faire une évaluation du niveau des autres personnes. Et des fois, on se dit, des fois il y a une personne, des fois il y a plusieurs personnes. Par exemple, le recrutement, je pense qu'on est à peu près la moitié de l'équipe, ce qui est très cool parce que ça veut dire que personne doit y passer plus de 4 heures par semaine. Et des fois, on se dit, en fait, c'est tellement important pour nous de le répartir qu'il n'y a pas une personne qui le fait et c'est un rôle qui tourne. C'est un rôle qui tourne ou c'est un rôle qui est réparti. Par exemple, chaque personne dans notre équipe est suivie par 2 autres collègues pour son niveau tous les mois et tous les 6 mois pour voir comment il progresse, discuter un petit peu des réévaluations de salaire, etc. C'est super intéressant. Boris, je ne sais pas s'il y en a beaucoup beaucoup d'entreprises qui fonctionnent comme ça, mais c'est vrai que c'est sympa. Je sais pas, toi, Boris, ton ressenti. Moi, quand je suis arrivé, c'était vraiment en progression, donc j'ai vu l'évolution. Quand t'es mis dans le bain comme ça, une gestion comme ça, je sais pas trop si t'as des retours à faire. Ouais, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, en tant que junior, en fait, on se retrouve tout de suite catapulté sur tous les sujets, sur des sujets que normalement, je pense, on met des années à toucher, quoi. Ça me permet de participer à toutes les réunions où on parle de sujets techniques et de technologies on va utiliser, etc. Et c'est vrai que c'est une expérience vachement intéressante et c'est vachement fluide. Du coup. Ouais, c'est vrai que ça a l'air vachement intéressant. Bon, je pense qu'on peut terminer là-dessus si personne n'a d'autres questions. Ok. J'ai partagé la presse dans le tableau d'écrit pour ceux qui veulent. Ah, super, merci. Alright. Bon, j'espère que ça a plu à tout le monde. Et puis, merci à vous deux, Boris et Paul-Yves, d'être venus. Merci à tous et merci de nous avoir reçus. Ouais. Avec plaisir. Et à bientôt. Bonne fin de journée. Et puis, merci, bonne fin de journée, au revoir. À bientôt. Salut. Salut. Merci, au revoir. Merci, au revoir.